Bonjour, aujourd'hui je mets en ligne la deuxième partie de l'entretien d'embauche, un deuxième enregistrement. Le chapitre 3, la synergologie de l'entretien d'embauche, il s'agit de détecter quelques significations des mouvements, bien de la posture ou des postures que vous pouvez adopter le jour de l'entretien d'embauche. Le principe est le suivant, votre corps filtre et véhicule vos pensées et peut vous trahir le jour de l'entretien d'embauche, comme il peut vous servir le jour de l'entretien d'embauche. Votre corps révèle tout de vous, votre spontanéité, vos hésitations, vos mensonges, assumés ou non, et dit de vous ce que vous êtes réellement à partir de ce que vous affichez au recruteur. Sachant que le recruteur lui-même, il a une idée sur la signification de ses gestes et aussi de ses mouvements. Ici, une liste sous forme d'image d'un ensemble de mouvements que vous pouvez adopter le jour de l'entretien d'embauche. Quelques significations sont réunies et regroupées dans ce tableau-là. Vous pouvez le lire attentivement, avoir une idée, essayer de trouver les mouvements alternatifs, le comportement alternatif, le dos de la main posé sur le visage, une envie de prendre ses distances. Au lieu de la poser sur le visage, il faut évidemment adopter une main qui est gesticulante et une main qui peut être, si vous voulez, dynamique au lieu de la reposer et sur le visage. Une autre liste que vous pouvez défiler tranquillement. Conclure l'entretien. Vous commencez à apprécier, il faudra finir convaincant et embauché. Parce que parfois, le candidat ne fait pas attention à la clôture de l'entretien. Parfois, l'entretien, il peut être clôturé par des indicateurs émis, venus du recruteur. Parfois, on vous demande de clôturer l'entretien d'embauche par la question la plus élémentaire et la plus évidente, est-ce que vous avez des questions à me poser? Donc, ne vous précipitez pas à demander le résultat de l'entretien d'embauche ou s'il est possible de poser une question. Le fil de la discussion, le cours normal de la discussion, il va vous donner des signaux de la possibilité ou non de poser ce genre de questions. Ne jamais oublier de remercier l'intervieweur pour le déroulement de l'entretien, pour sa considération, sa disponibilité et sa patience. Jamais pour sa faveur. Ça veut dire l'entretien d'embauche n'est pas une faveur. C'est que vous l'avez mérité, vous avez des compétences, vous avez un cursus universitaire, et vous avez un CV peut-être riche, et vous avez des performances et des réalisations que vous avez eues tout le long de votre vécu et vie estudiantine, ou bien pendant ou lors de vos stages. Les questions à poser aux recruteurs ne s'improvisent pas. Il faudra les préparer chez soi. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé au début, dans la première vidéo, de la préparation qui commence chez soi. Une préparation chez soi et une préparation sur les lieux de l'entretien. Alors, dresser un bilan post-entretien pour relever, identifier les points à améliorer pour la prochaine fois et les acquis de l'expérience. Vous devrez avoir un recul, un retour en arrière sur comment vous avez passé l'entretien d'embauche, les réponses que vous avez données, les questions posées ont-elles été bien comprises ou non, les réponses qui lui sont données sont-elles correspondantes ou pas, donc un bilan relativement détaillé de l'épreuve de l'entretien d'embauche. Cinquième chapitre, les critères de choix d'un recruteur. Donc là, vous avez des qualités qui sont recherchées selon quels critères, comment on peut les vérifier. Par exemple, si vous parlez de la capacité d'analyse, informations données par le candidat. Les informations que vous allez donner ne doivent pas avoir uniquement et seulement une portée informative. Elles doivent avoir une portée analytique. C'est la meilleure occasion où le candidat peut donner son avis et dire ce qu'il en pense. Par exemple, s'il veut par exemple vérifier la qualité de la confiance en soi, il va observer votre capacité à rapporter un passé professionnel. Ça veut dire si vous avez des moments d'échec, il va vérifier comment vous allez en parler. Si vous avez par exemple des moments de réussite, il va vérifier comment vous allez en parler. Si par exemple il veut vérifier la qualité de la créativité, automatiquement il va poser des questions relatives à la curiosité, à la capacité à poser des questions. Par exemple, vous proposez une problématique et vous demandez votre avis et vous demandez bien évidemment comment vous la jugez
Et les questions qui seront posées, ils vont permettre aux recruteurs de vérifier si vous êtes du genre à creuser et dans le fond, ou bien vous êtes superficiel dans votre analyse et votre compréhension. Voilà. D'autres éléments à prendre en considération le jour de l'entretien d'embauche, c'est les types de questions posées par le recruteur. Alors, quelques questions, elles sont standardisées. Présentez-vous, qui êtes-vous, connaissez-vous l'entreprise, qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui ici, qu'est-ce qui fait que vous êtes le candidat le plus adapté et à ce poste-là, et celui qui correspond le mieux au poste pourvu, et ainsi de suite. Mais il y a des questions sur lesquelles il faut vraiment s'arrêter. Par exemple, quand on vous dit à quoi passez-vous votre temps. Alors, observez-vous avec un regard critique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que même si vous passez votre temps à faire des jeux d'enfants, à regarder la télé, à regarder des films, à jouer avec votre petit frère, il faut vraiment en faire un élément de gratification et aussi entre guillemets, de consommation du temps, mais de manière beaucoup plus positive. Quand on dit par exemple sur la question du temps, il faut s'observer avec un regard critique. Par exemple, si vous perdez du temps, il faut le dire, mais il faut parallèlement présenter une alternative. Cette alternative, elle va permettre au recruteur de comprendre que vous êtes une personne qui est consciente du fait et en même temps, vous êtes en train d'agir et de réagir. Voilà, d'autres questions qui sont posées par le recruteur. D'ailleurs, vous allez constater la question qui fâche, combien voulez-vous gagner? Donnez une fourchette inspirée de la convention collective de l'entreprise et inspirée et de la pratique sur le marché et bien évidemment avec des diplômes similaires et aussi de l'expérience similaire et ainsi de suite. Par exemple, quel est votre principal atout? C'est quand on vous demande de parler, de vos qualités. Appuyez-vous sur votre expérience professionnelle avant tout. Ça veut dire la concrétisation de votre CV est primordiale. Ça veut dire il faut s'attacher à ce que vous avez réalisé pour avoir des repères communicables à votre recruteur. Parce que lui, il ne cherche pas de la théorie, mais il cherche des preuves que vous avez vraiment un atout, X ou Y. Voilà. D'autres questions posées, quel est votre principal atout? Allez-vous jusqu'au bout de ce que vous commencez? Citez une ou deux expériences dans lesquelles vous avez fait preuve d'initiative. Quels sont les désavantages de l'emploi que vous souhaitez occuper? Le conseil que je vous donne dans ce sens-là, ou relatif aux réponses que vous pourriez donner et à ces questions, ne soyez jamais affirmatif. Ça veut dire il faut toujours donner une certaine impression que vous avez la certitude, mais il y a la marge de l'erreur. Soyez assertif, c'est que vous allez affirmer, vous allez corroborer par des arguments ce que vous avez présenté à votre recruteur. Et à un moment donné, tous les arguments que vous allez avancer, ils doivent verser dans un seul objectif, être concret. Ça veut dire qu'il faut être réaliste dans ce que vous allez présenter comme information à votre recruteur. Par exemple, vivez-vous avec vos parents, lequel a une plus grande influence sur vous? Donc ça, c'est une question qui est contextualisée. Généralement, dans le contexte marocain, on ne vit pas vraiment loin des parents quand on est pris en charge, même au niveau des études universitaires. Mais le fait de parler de cette question de vivre loin des parents, par exemple, ou avec les parents, on peut vous demander par exemple pourquoi vous avez choisi telle institution, en l'occurrence le NCG de Stats, sachant qu'il y a le NCG de Casablanca si vous êtes Casablancais, d'Agadir si vous êtes Gadiré, etc., etc. Donc ce que vous devriez faire, c'est que vous devriez mettre l'accent sur la notion de l'engagement, la notion de la responsabilité, ce sont les plus communes. En plus, il faut mettre l'accent aussi, et davantage, sur la notion des conflits, de l'entente et de la vie de groupe. Parce que on peut apprendre la gestion des conflits et quand on vit avec les autres, en colocation par exemple. On peut apprendre bien évidemment la contribution en personnel et individuel dans un groupe. On peut apprendre l'esprit de groupe. Donc là, il y aura toujours un apprentissage quelque part. Par exemple, que faisiez-vous à la maison lorsque vous étiez enfant?
Bon, parfois, donc il ne faut pas vraiment faire ou donner l'impression de quelqu'un qui a une mémoire diabolique, une mémoire d'éléphant. Essayez de parler des souvenirs qui sont loin, mais des souvenirs d'un enfant qui a raisonné et qui a trouvé du plaisir à faire telle ou telle chose, et aussi qui en garde le souvenir parce que ça a été marquant et ça vous a vraiment travaillé à travers les âges. Des questions que vous pourriez poser, par exemple, supposez que je commence demain, qui dois-je rencontrer? Quels sont les documents sur lesquels je vais avoir, si vous voulez, une certaine mainmise, si j'ai de la responsabilité, ou bien les documents auxquels j'aurai accès. Alors là, les documents, quand le recruteur parle des documents, vous ne devriez pas faire preuve de curiosité déplacée. Il faut plutôt parler de documents qui serviront d'outils de travail, surtout. Quand on pose la question, par exemple, quel est mon rattachement en hiérarchie, quand vous allez la poser au recruteur, automatiquement, vous êtes dans un souci de respect statutaire, dans un souci de compréhension de qui fait quoi, dans un souci d'organisation et ainsi de suite. Donc, vos réponses doivent verser dans cet esprit-là. S'agit-il d'une création de poste? Alors, par exemple, quand vous avez la création de poste, la logique est totalement différente de la logique d'un poste existant. Donc, la création d'un poste automatiquement, est-ce que c'est un poste dans lequel vous allez apprendre, ou bien c'est un poste dont vous serez responsable, vous allez le promouvoir, vous allez le développer. Donc, votre logique doit être basée, bien évidemment, en amont, dans la préparation des questions à poser. Votre logique doit être basée sur l'une des orientations de cette création-là. Quels sont les aspects les plus positifs et les plus prometteurs du poste quand vous allez poser cette question-là? Ce n'est pas pour dénigrer, ce n'est pas pour s'attacher au plus prometteur dans le sens où vous allez avoir la surévaluation du poste. C'est ça ce que j'attends, c'est mon encre de carrière, etc. Non, il faut s'attacher au réalisme de la positivité du poste. Ça veut dire ce que le poste va vous promettre, ce que le poste vous promet de positif, il est évidemment en quelque chose qui devrait s'attacher à la curiosité et constructive. Les erreurs à éviter. Arriver en retard, poser des questions sur la nature de l'activité de l'entreprise ou pire. Par exemple, je n'avais jamais entendu parler de votre entreprise jusqu'à aujourd'hui. Manifester agressivement son désaccord avec les opinions du recruteur et ainsi de suite. Voilà quelques autres erreurs. Par exemple, expliquer sincèrement que l'on est inactif. Je n'ai pas de travail pour l'instant, j'ai du temps libre. Oui, vous avez du temps libre, mais il faut penser à quelque chose avec laquelle vous allez le meubler. Il faut prouver que vous êtes une personne qui ne perd pas le temps, malgré que quelque part il y a des blancs dans sa carrière. Les hésitations, généralement, elles viennent de la non-maîtrise, de la non-compréhension ou de l'incompréhension de la question, ou parfois elles viennent de l'air rêveur du candidat. Alors, il ne fait pas vraiment très attention aux questions qui lui sont posées. Que faites-vous en dehors du travail? Alors automatiquement, mettez l'accent sur vos activités, par exemple associatives, vos activités de rencontre d'amis. Même les rencontres d'amis, elles sont en un moment d'apprentissage, donc ne sous-estimez aucune activité en dehors du travail. Voilà, alors faire état de ses opinions, les politiques, etc. Demander combien de jours de vacances on disposera. Voici les questions qui sont susceptibles d'être posées. Alors, regarder sans arrêt sa montre, négliger totalement sa tenue, venir sans exemplaire du CV, surtout si la demande en a été faite. C'est la raison pour laquelle j'ai dit dans la première vidéo, il faut vraiment faire attention à la compréhension et à la révision de son CV. L'entretien d'embauche est beaucoup plus fluide s'il est intériorisé, donc vous allez le faire au niveau de la préparation en chez soi, incorporé comme une activité de partage et non pas comme une mise en scène d'exhibition intellectuelle et d'effet de manche. C'est un moment de célébration pour le candidat qui vous concilie avec vos compétences, votre potentiel et vos faiblesses. Donc, ayez le courage, la logique, le raisonnement et aussi la prédisposition et la disponibilité à répondre aux questions. Et je souhaite bon courage à tout le monde et un bon année à venir professionnel à tous les candidats.